C'est moi ou j'ai un peu l'impression qu'ils changent les règles au fur et à mesure comme ça les arrange? Peut-être que c'est moi. En tout cas, ouais, on va davantage se centrer sur notre communauté de zombies qui se dirige au nord du mur pour capturer un cadavre, un zombie. Mais avant ça, on va un petit peu se centrer sur ce qui se passe à Winterfell avec Arya et Sansa. Et vous savez quoi? Même si je suis pas fan du tout de la façon trop rapide dont ça s'est mis en place, parce que vraiment je suis pas fan du tout de la façon trop rapide dont ça s'est mis en place. Je suis plus convaincu par ce que vous mettez en scène maintenant par rapport à l'épisode précédent, parce que là c'est plus justifié ce conflit entre Arya et Sansa. Hein, on met plus en avant ce qu'elles ressentent, elles mettent bien des mots sur les choses qui leur plaisent pas, chez l'une comme l'autre, surtout Arya, et là à ce moment-là je comprends plus ce qui passe. Mais ouais, déjà, la lettre elle a bien été écrite par Sansa il y a longtemps. Dans la saison 2, je me souviens à peine de ça. Il me semble vaguement qu'on a eu la scène à un moment donné dans un épisode où ouais, elle a écrit un mot en étant un petit peu forcée par Geoffrey et compagnie. Et ouais, Rob l'a reçu rapidement et on n'a pas, on n'a pas trop tenu rigueur. Hein. Il y avait un bien compris qu'elle était un petit peu forcée de faire ça. Mais Arya, elle le prend vraiment comme quelque chose de super grave, parce que ouais, est-ce qu'on t'a torturé pour que tu le fasses, ou t'as juste un tout petit peu cédé à la pression sans aller plus loin. Et voilà, il y a ce conflit qui se crée, où Arya a du mal à se mettre du côté de sa sœur, parce qu'elle juge qu'elle a vécu quelque chose de pire qu'elle, que Sansa était trop mentalement faible pour respecter un petit peu la famille, quoi, ce que la famille représentait pour elle. Hein, et oui, c'est vrai que de son point de vue, c'est compréhensible, même si bon, j'espère qu'on va avoir un moment où elles mettront vraiment totalement les choses au point, au clair, sur ce qu'elles ont vécu de note, parce que oui, Sansa a vécu des trucs assez difficiles aussi, hein. Mais sur le coup, je comprends un peu le ressentiment d'Arya. Après, je comprends pas pourquoi Sansa avait un ressentiment contre elle dans l'épisode où elles se sont retrouvées. Il y a deux épisodes de ça donc, mais ouais, je comprends le ressentiment d'Arya. Et bien entendu, Sansa qui essaye de se défendre, qui sent un petit peu menacée par elle parce que ouais, elle menace presque de montrer cette missive à tout le monde, donc aux différents lords, et qui sait, si ça se trouve, ils seront pas tout à fait d'accord pour la garder comme représentante en apprenant ça, quoi, en apprenant qu'elle a failli trahir la famille Stark, le Nord, etc. Elle demande donc conseil à Baelish, ce qui prouve une fois de plus qu'elle n'est pas totalement réticente au personnage à nouveau, et Baelish qui essaye de se la jouer totalement sage en ne sautant pas les étapes, en disant ouais, les gens sont avec vous, Brienne, demandez de l'aide à Brienne, elle a juré de servir les deux filles Stark, s'il y a un conflit d'intérêts, elle s'interposera pour essayer d'arranger les choses. Et je trouve ça surprenant que Sansa n'ait pas rebondi là-dessus pour essayer de régler ça à l'aide de Brienne. Non, elle va pas le faire parce que elle va recevoir une autre missive après, quelques scènes plus tard, où Cersei la conviera à Port-Réal. J'imagine que c'est par rapport à la fameuse réunion pour la trêve, tout ça, et elle veut pas s'y rendre sans ça, parce que oui, ça va les conneries. Moi, je vais plus à Port-Réal, je vais clairement pas devant Cersei. Elle le comprend très bien par rapport à ça, et donc elle envoie pour la représenter Brienne et Podrick. Seulement ces deux-là, ces personnes de confiance, de façon à ce que, ouais, y a personne de vraiment intimement lié à elle qui puisse régler ce conflit en dehors d'elle-même. Et Baelish, mais bon, Baelish, à nouveau, c'est un cas particulier, quoi. Hein. Elle a quand même conscience que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire certaines actions discutables pour ses faveurs. Donc, ouais, c'est particulier, je comprends pas pourquoi elle prend cette décision comme ça rapidement. J'ai un peu de mal à saisir ça. Enfin bon, on termine avec une dernière scène où elle essaye de fouiller les affaires d'Arya pour trouver la missive en question de son mot à Robb. Et ouais, quoi, elle le trouve pas. Par contre, elle trouve les masques des morts qu'elle a avec elle. Et à nouveau, ouais, on dirait trop de la peau. Hein. À nouveau, c'est très Majora's Mask ça. Et voilà, Arya essaye de lui faire un petit peu peur en lui disant est-ce qu'elle a fait en étant un petit peu
cryptique dans sa façon de le dire. Elle dit pas directement ce qu'elle a fait, mais elle s'est entraînée à Bravos pour devenir une sans visage. Elle n'explique pas exactement ce que sont ces masques, comment elle peut les faire, etc., etc. À nouveau, elles se disent pas exactement tout ce qu'elles ont vécu et subi. Et ouais, j'espère qu'il va y avoir ce petit passage-là, ce petit moment où elles se dévoileront totalement l'une à l'autre. Et je pense que ce sera ce moment-là où il y aura la vraie réconciliation et la vraie sororité entre ces deux-là. Ce serait très cool, quoi. Donc, ouais, elle lui fait un peu peur à Sansa et ça va pas plus loin par rapport à cette scène. Voilà, mais ouais, ça affiche de façon beaucoup plus efficace le conflit entre Arya et Sansa que dans l'épisode précédent où je trouvais qu'Arya était un peu trop directe et pas super réfléchie. Et même là, elle n'est pas super réfléchie, mais au moins je comprends où elle veut en venir, quoi. C'est mieux affiché quand même. Mais c'est vrai que dans l'absolu, hein, si je dois choisir un camp, je serais plus du côté de Sansa dans le conflit, quoi. Parce que Arya cherche vraiment à faire un petit peu chier, à foutre un petit peu la merde, quoi. Même si, ouais, ça m'étonnerait quand même qu'elle aille jusqu'à montrer la missive à tout le monde pour faire destituer sa sœur. Je pense pas qu'elle en soit à ce stade. Elle tient surtout à lui faire peur, quoi, à lui montrer que elle en a gros sur la patate, mais c'est tout. Je pense pas qu'elle irait jusque là. En tout cas, ouais, c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même acceptable. Honnêtement, hein, je m'attendais à ce que ça m'irrite autant que l'épisode précédent, ça, mais non. Ça allait tout à fait correctement, donc je ne plains pas. Donc il nous reste à voir le gros morceau sur lequel on va passer la très très grande majorité de l'épisode de notre communauté du zombie qui marche dans le nord neigeux pour aller retrouver un cadavre et le montrer donc à Cersei et à Daenerys afin de les convaincre que l'armée des morts existe réellement. Donc ouais, on va avoir pas mal de petits moments de marche et de discussion entre nos différents personnages et avec une façon très intelligente de jouer sur les liens, les rapports qu'ils ont les uns envers les autres. Il y a beaucoup de moments comme ça de discussion qui passent nickel. Pour moi, notamment autour de Jon Snow, qui discute à un moment donné avec Jorah donc leur lien avec le père Mormont, hein, en disant ouais c'est quelqu'un qui a représenté beaucoup pour moi, qui a cru en moi, tiens je vous rends son épée, c'est quand même un leg de votre famille, mais Jorah dit non, c'est à vous qui l'a donné, ce sera un leg de votre famille à vous, c'est un très bon moment ça. Un moment entre Jon Snow et Beric, où donc ils ont le lien commun d'avoir été ressuscités par le maître de la lumière, donc ouais, un petit lien quand même, hein, ça veut dire ce qui est, où donc Beric est persuadé qu'il œuvre pour le maître de la lumière, et Jon Snow se dit ouais je suis pas trop convaincu, je l'ai jamais rencontré ou quoi que ce soit, et c'est là qu'ils se disent tant qu'à faire, dites-vous juste que vous aurez pour le bien, pour défendre les autres, et ça vous devrait suffire, et Jon Snow se dit ouais, je suis un bouclier pour les gens, et c'est une notion suffisante pour moi, et voilà, vous savez quoi, même si ça sent légèrement, je viens légèrement l'excuse pour pas donner de précision quant à qui sont exactement ces maîtres de la lumière et ce qu'ils veulent un tant soit peu précisément, au moins cette conversation et cette mentalité, j'apprécie comment vous le montrez, voilà. Après, bon, il y a quelques scènes autour de Gendry qui se plaint un petit peu auprès de la fraternité de ce qu'ils ont fait. Il y a une scène entre Tormund et Sandor. Il y a une scène aussi entre Tormund et Jon Snow où ils refont référence à Mance et je trouvais ça un petit peu bizarre la façon dont ça a été amené, c'est que avoir de l'orgueil, une certaine fierté en ne voulant pas ploir le genou, hein, comme Jon Snow le fait avec Daenerys et comme donc Mance l'a fait devant Stannis, et ben ça a apporté la mort de pas mal de gens. Enfin c'est comme ça qu'il le dit, quoi. Son orgueil à Mance a apporté la mort de pas mal de gens. Alors déjà le fait que si Mance avait ployé le genou devant Stannis, ça aurait permis à plus de sauvageons de survivre. J'ai des doutes, et vraiment beaucoup de doutes sur le principe, parce que ouais, je vois mal comment ça aurait pu amener à la survie de plus de monde d'avoir fait ça. Mais bon, peut-être que dans certaines circonstances ça aurait pu faire ça, mais voilà, seulement même si c'était vrai, c'est discutable, ça prête à débat. Et même si c'était vrai, ça fait super bizarre d'entendre Tormund dire ça, quoi. Parce que Tormund, lui aussi, c'était quelqu'un de fier.
qui a complètement compris les intentions de son chef Mance, et c'est parce que Jon Snow a respecté Mance et son vœu qu'il l'a un peu suivi par la suite. Et c'est un peu parce qu'il l'a suivi et respecté, parce que Mance a fait preuve de cet orgueil, que Jon Snow a pu aller partir convaincre une bonne partie du peuple libre pour les sauver avant de se faire tous décimés par l'armée des morts, qui sont une fois de plus tombés à pic. Hein. Quand on y pense, c'est vraiment un très mauvais timing. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que cette petite conversation, j'ai un peu de mal sur le principe. Mais voilà, en dehors de cette conversation-là, tout passe nickel quoi, en termes de conversation. Après pas mal donc de trajets, ils finissent par tomber sur un ours zombie. Un ours zombie qui ne suit pas les marcheurs blancs. J'imagine qu'il est difficile à domestiquer en tant que zombie, celui-là, je sais pas trop. Ou alors, je sais pas, il fait sa petite ronde dans le coin. En tout cas, ça amène un combat assez palpitant, je le reconnais, où quelques-uns meurent et où Tauros, donc le prêtre de la lumière, se fait sauvagement blesser en se faisant mordre le thorax, et ouais, il est très mal en point. Hein, donc c'est un bon combat d'action, et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, maintenant que cet ours a tué quelques-uns de vos hommes, c'est-à-dire ouais, les dispensables, hein, ceux qui n'ont pas de nom connu, etc., quoi, les quelques hommes qui vous suivent et qui sont de la chair à canon, histoire de montrer la gravité de la chose, parce que oui, il va pas y avoir beaucoup de morts, en fin de compte, dans nos personnages principaux là-dedans, hein. Enfin, nos personnages un tout petit peu importants là-dedans, hein. C'est un peu surprenant, je m'attendais à ce qu'ils aillent un chouïa plus loin, qu'ils en tuent peut-être un ou deux de plus. Ils ont été contenus à ce niveau-là, ils sont juste contentés de tuer les figurants, voilà. Donc ouais, il y a quelques figurants qui sont morts, là. Et donc, vous avez votre zombie à montrer à Daenerys et Cersei tout de suite. Je veux dire, voilà, il est mort, là. Donc, ça veut dire que d'après la magie du coin, il finira par se relever et devenir un zombie. C'est arrivé dans la saison 1, à la fin de la saison 1, ce me semble, ou au début de la saison 2, je suis plus sûr à 100%. Enfin bon, c'est arrivé. Et ouais, il n'y avait pas besoin qu'un marcheur blanc soit à proximité pour le faire relever, quoi. Donc, c'est bon, vous le gardez, vous l'enfermez tout de suite, là, et au moment où il sera levé, où il sera réveillé, paf, vous pourrez le montrer, quoi. À la limite, vous attendez un petit peu, au nord du mur, histoire d'être sûr qu'il se réveille en étant sous l'influence des marcheurs blancs, mais voilà, il sera réveillé, et puis vous vous barrez. Pourquoi vous emmerdez à continuer le chemin par rapport à ça? J'ai vraiment le sentiment qu'il change un petit peu les règles, histoire de bien arranger comment le scénario doit se dérouler selon eux, quoi. Parce que ouais, j'imagine qu'ils sont trop humains pour tuer l'un des leurs à la frontière, etc. et attendre qu'il se transforme en zombie, mais il est mort d'une façon qui n'est pas de leur fait. Donc bah, allez-y, voilà, prenez celui-là. C'est-à-dire... à tout mal profiter du positif là-dedans, hein. C'est ce qu'ils ont fait dans les Schtroumpfs au passage, hein. Dans les Schtroumpfs, avec les Schtroumpfs noirs, ils voulaient capturer un Schtroumpf noir pour faire des tests sur lui, mais au bout d'un moment, en voulant en capturer un, il y en a un qui se transforme en Schtroumpf noir, et c'est celui-là qu'on a capturé parce qu'on a profité de la chose, quoi. Les Schtroumpfs sont plus malins que vous, là, tout de suite. Excusez-moi pour les tailles, mais ouais, je sens juste qu'ils ont changé les règles, voilà. Les morts maintenant, ils se réveillent pas tout de suite, même si on montre à quelques reprises que oui, ça peut encore se faire, mais ils se lèvent pas automatiquement. Il faut qu'il y ait un marcheur blanc pas trop loin qui fasse sa petite formule magique pour le faire réveiller, quoi. Ou alors j'en sais rien, lorsque le cadavre s'est relevé dans la saison 1-2, là, s'il y avait un marcheur blanc qui était pas loin, sur le côté du mur, qui l'a fait se relever. Peut-être. Un peu grossier pour moi, si vous voulez mon avis. En tout cas, ouais, donc ils poursuivent leur chemin avec un Tauros blessé. Et ils finissent par tomber sur une petite patrouille de marcheurs blancs, comme ça, qui ont été attirés par un feu qu'ils ont allumé. Donc ouais, j'imagine que c'était une approche pas trop mal, plutôt maligne de leur part. Et donc ouais, très rapidement, ils les attaquent par surprise. Il y a Jon Snow qui tue rapidement le marcheur blanc. Et ça tue tous les zombies qui l'accompagnent, sauf un. À nouveau, un changement de règle un peu bizarre. Apparemment, d'après ce qu'ils disent,
Hein, c'est une conclusion qu'ils font eux-mêmes. Il semblerait que quand on tue un marcheur blanc qui a fait s'éveiller tel ou tel zombie, bah ça détruise tous les zombies qu'il a fait s'éveiller. Voilà, donc déjà ils ont de la chance que tous les zombies qu'ils suivaient n'étaient pas tous transformé par ce mec-là, parce que sinon il l'aurait eu dans l'os. Et ouais, que ce soit qu'un seul surtout, hein. C'est un putain de coup de chat quand même, hein, si vous voulez mon avis, hein. Mais ouais, ça sent vraiment, une fois de plus, la règle qu'ils ont inventée sur le tard. Parce que oui, lors du combat entre l'armée des morts et le peuple libre, avant que Jon Snow et compagnie s'échappent de justesse avec quelques survivants, eh ben, il en a tué un marcheur blanc, Jon Snow. Et j'ai pas souvenir avoir vu un seul zombie être réduit en poussière à ce moment-là. Vous auriez pu montrer ce lien de cause à effet avant et ça aurait été plus logique. Mais non, vous le faites pas. Vous l'avez pas fait à ce moment-là. Ce qui laisse clairement penser que c'était pas... En tout cas, ça me laisse penser que c'était pas particulièrement prévu comme ça. Mais maintenant, il va y avoir cette règle. Tu tues le marcheur blanc, ben, t'as tué tous les zombies qui ont été ranimés par ce marcheur blanc. Ce qui fait que ça doit pas être si compliqué que ça de gagner cette guerre. Enfin, si compliqué, ça doit être quand même chiant à faire, mais voilà, vous faites des flèches, vraiment des flèches avec votre ver dragon là que vous avez miné, tout ça, et vous essayez le plus possible de faire une attaque où vous les tuez en priorité, quoi. Vous les attaquez à distance, vous les tuez en priorité, et à ce moment-là, ben, l'armée des zombies, elle s'étiolera super vite. C'est ça, c'est sur eux qu'il faut se centrer, quoi. Hein, ça va pas être si... ça devrait pas être si compliqué que ça dans l'absolu s'il y a ce moyen de s'en tirer. Voilà, alors que c'est pas clairement pas ce qui avait été entrevu avant. Même si, bon, j'imagine qu'on aurait tout de même pu se dire que si tous les marcheurs blancs étaient tués, l'armée des zombies les suivrait. J'imagine qu'on pourrait dire ça, mais ouais, c'est une règle comme ça qu'on invente au fur et à mesure, j'ai l'impression, ce truc-là, hein. C'est pas non plus affreux ou quoi que ce soit, j'ai vu largement pire comme truc qu'on rajoute au fur et à mesure. À nouveau, j'ai regardé Once Upon a Time, hein. Quand on a suivi Once Upon a Time, ce genre de truc, c'est pas non plus ouh, ah mon dieu, qu'est-ce que c'est insultant, c'est juste un petit peu dérangeant quand même, hein. C'est... Alors, en comparaison, il y a largement pire, quoi. Mais, ouais, c'est histoire de dire que ça donne pas l'impression d'avoir été réfléchi dès le départ, ça. En tout cas, voilà, il capture le dernier zombie restant, donc, avec un peu de difficulté. Ils ont l'air bien partis, seulement, voilà, à cause du bruit qu'il fait, le zombie, il rameute tout le reste de l'armée des morts qui est dans le coin. Et ça va être beaucoup plus difficile à combattre, ça, hein. Et donc, il demande à Gendry de se barrer rapidement et d'aller prévenir... le fort pour envoyer un corbeau à Daenerys afin qu'elle envoie ses dragons pour les aider. Alors que bon, ils ont techniquement pas de quoi lui prouver ça directement et ils ont pas, c'est difficile de pointer l'endroit précis, mais apparemment ça ira très bien ça. Oui, je le dis comme ça, mais ouais, c'est facile à trouver le coin apparemment. Et j'y viendrai un petit peu là-dessus, sur ce détail-là. Gendry donc, qui court à perdre haleine et qui arrive de justesse devant la porte avant de s'écrouler et de prévenir Davos. Oui, Davos n'est pas parti avec eux au passage, c'est un trop vieux guerrier, donc voilà. Et donc voilà, il se retrouve encerclé par les zombies sur une espèce de mare de glace, je sais plus comment on appelle ça de façon précise, quoi, mais bon, il faut pas trop mettre de poids, sinon la glace se brise et on tombe dans l'eau glacée. Et donc, ouais, les marcheurs blancs, les zombies, peuvent pas les approcher comme ça, ils se mettent au centre, et les zombies, c'est un petit peu trop lourd pour passer. Même si, il y a moyen de passer en étant un petit peu plus calme, en marchant doucement et en n'y allant pas en courant comme des bourrins. Ça, ils s'en rendront compte plus tard, mais il leur a fallu, je sais pas, quelques jours, un truc comme ça. Et encore quelques jours, techniquement, c'est un peu juste, hein, mais bon, parce que j'en parle tout de suite. Bon, déjà... Rapidement, ils doivent donc tenir un espèce de fort, entre guillemets, quoi. Ils se tiennent là au centre alors que les zombies peuvent pas les attaquer, tout ça. Donc, ils doivent rester sur place alors qu'il fait froid, etc. Et donc, ça va pas être le coton de survivre. Et... Thoros meurt, au passage. Voilà, il était trop blessé, trop faible pour ça, il finit par mourir du froid, tout ça. Et ils doivent le brûler pour pas qu'il devienne un zombie. Et Jon Snow dit, il ne nous reste plus qu'un seul espoir, que Daenerys arrive avec ses dragons pour le sauver. Et c'est là que Beric dit, non, il y en a un autre. La référence à Star Wars, facile. Non, parce que vraiment, ils le disent comme ça. C'est notre seul espoir. Elle est notre seul espoir. Non, il y en a un autre.
Bon, sachant que cet autre espoir, c'est pas une autre personne pour nous aider, c'est ouais, le fait de... C'est Beric qui pointe les marcheurs blancs, quoi, qui observent d'un peu loin, et qui dit, ouais, si on allait les buter, ça aiderait à tuer tous les morts. Et ouais, seulement vous avez pas d'arc de flèche, et ça va pas trop le faire, quoi. C'est mal barré, hein, c'est mal barré pour ça, mais ouais, c'est histoire de faire une référence à Star Wars. En plus, ils vont pas plus loin par rapport à ça. J'ai pas compris ce détail, j'avoue que j'ai pas compris ce détail, mais voilà, on avait fait des tas de références au Seigneur des Anneaux, ah, autant en balancer une à Star Wars, merde. Bon, sachant que oui, au passage, on n'a plus qu'un seul espoir, non, il y en a un autre, ça peut être placé dans des tas de circonstances, hein. C'est juste parce que Star Wars, c'est le cas le plus célèbre qui a fait ça, et je suis sûr que devait y avoir quelqu'un, un autre film avant ça, qui a dû avoir un dialogue de ce genre-là, hein, je pense, ça me surprendrait pas. Enfin bon, c'est histoire de dire. En tout cas, ouais, quoi, ils attendent Daenerys, et Daenerys qui va venir en l'espace de quelques jours. Au mieux, à nouveau, hein, parce que, ouais, il faut que Gendry se rue à la porte. On va dire que ça a pris 1 heure ou 2. Il était tellement rapide, il a couru à perdre haleine, ça a pris 1 heure ou 2, on va dire que c'était pas trop long, ça. Oh, soyons généreux. Et il a donc demandé à ce qu'on envoie une corneille à Daenerys. La corneille a donc dû se rendre à Père-Drago, hein, donc c'est... Alors, c'est peut-être pas le plus au sud, mais c'est quand même au sud, quoi. Ça met pas quelques heures à se faire, logiquement. Le message arrive à Daenerys. Daenerys va prendre ses dragons et foncer à leur rescousse. Ouais, je suis désolé, quoi. Quelques jours, c'est le grand minimum, quoi. Daenerys qui avança une conversation avec Tyrion sur, une fois de plus, le côté impulsif dont elle fait preuve à quelques reprises. Donc elle lui dit que agir de façon trop vindicative sur certains points, ça va pas l'aider. Il faut arriver à casser le moule qui a été créé des derniers souverains où ça se jouait sur la peur qu'on inspire et il faut pas seulement leur inspirer la peur aux gens, tout ça. Et Daenerys qui la joue super fière dit ouais non hein, je me fie à vous mais je vais pas non plus tout le temps vous écouter pour ça et on essaye de créer un truc moralement ambigu par rapport à ça. À nouveau, moi tout ce que j'espère par rapport à cette configuration, c'est que ce soit une façon de laisser croire que Daenerys commence de plus en plus à souffrir de la même maladie mentale qui a fait dégénérer son père et qui l'a rendu fou. C'est-à-dire qu'elle a de bonnes intentions, mais elle perd de plus en plus patience, elle perd de plus en plus pied, et elle a de plus en plus de mal à réfléchir de façon claire pour faire passer sa vision morale. C'est un peu ça, je pense, qui sauverait tout ce qui me pose problème dans ces interactions. Et si c'est le cas, mais bravo à la série, vous l'aurez bien amené. Mais j'ai quand même des doutes parce que ça veut rendre ça moralement ambigu d'un côté comme de l'autre, puisque au début on voit que Tyrion semble être le plus à même d'être le plus sage du lot, le plus dans la raison, tandis que Daenerys est donc plus impulsive, plus je fais ce que je veux. Et lorsqu'elle reçoit le message, elle se dit faut que j'aille les sauver parce que ce sont des personnes importantes pour moi. Jon Snow surtout, je reviendrai un petit peu là-dessus. Et Tyrion dit non, laissez tomber, vous ne devez rien faire. Ils ont essayé de faire ça, ça n'a pas marché, laissez-les mourir. Parfois, ne rien faire est le plus dur. Et on essaye de rendre ça moralement ambigu parce que Jon Snow n'est pas censé avoir totalement tort. Ce serait risquer sa vie et donc il y aurait beaucoup de choses qui se perdraient par rapport à ça. Mais n'empêche que c'est des gens qui représentent beaucoup pour elle et c'est ce genre d'action qui fait d'elle une personne moralement très acceptable. C'est-à-dire le fait qu'elle se soucie des gens qui comptent pour elle. Et qu'elle va pas les sacrifier simplement parce que ce serait mieux pour elle, ce serait plus sûr pour elle. Donc ouais, là c'est elle qui est c'est elle qui a totalement raison là. Par rapport à ce que je pense, à nouveau, hein, ça va dépendre totalement de l'interprétation, mais ouais, c'est plus Tyrion qui est dans le tort en disant laissez-les crever, ne faites rien. Donc on essaie de rendre ça moralement ambigu et ça laisse présager de façon
un peu ennuyeuse que ouais, Daenerys ne sombre pas dans la folie. En tout cas, ça appuie moins ce côté-là. En tout cas, elles foncent à leur rescousse. Ils ont réussi à tenir, je sais pas combien de temps à nouveau. La temporalité depuis 2 saisons, c'est vraiment très discutable, je trouve. Et ouais, durant cette période-là, il y a Sandor qui commence à en avoir marre et qui leur jette des cailloux. Et lorsqu'il voit qu'un caillou ne fait pas se briser la glace, les zombies, ils se disent c'est bon, on peut marcher. Quoi? Euh, ouais, je pige par là. Alors, le truc qui a empêché les zombies d'avancer pendant donc plusieurs jours, logiquement, quand même, c'est le fait que la glace cède sous leur poids. Et donc, ils peuvent pas plus avancer. Mais maintenant, il s'est passé quelques jours, la glace a eu le temps de se solidifier à cause du froid, et ils peuvent marcher, semble-t-il, et il a suffi qu'ils balancent un petit caillou au Sandor pour qu'il s'en rende compte. Je sais pas, ils pouvaient pas de temps en temps régulièrement les marcheurs blancs leur dire essayez d'avancer de toutes les 12 heures ou un truc comme ça, non, non, non. Ou alors c'est que maintenant que c'est suffisamment insolite. Parce que maintenant, ouais, c'est bon, ils peuvent tous marcher. Au début, ils y vont un petit peu lentement. Et type RPG au tour par tour. Genre, ah, il y en a un qui avance, l'autre qui le suit un petit peu, tout ça, ça a l'air de bien se passer, quoi. Donc ils se battent à un contre un, c'est pas trop... ça leur fonce pas trop dessus, mais au bout d'un moment, bah, tout le monde fonce, hein. Tous les squelettes foncent, et tous les squelettes et zombies foncent, et ouais, ils sont pas sans problème, hein. Ça supporte le poids, y a pas de sauce à dire. Voilà, donc ouais, nos héros sont obligés de se battre rapidement contre ça et donc ils sont clairement sous l'ombre et ils se battent comme des forcenés pour arriver à survivre. Mais on se rend bien compte au bout d'un moment qu'ils sont totalement surclassés et s'apprêtent à tous clamser. Seulement, c'est à ce moment précis qu'arrive la cavalerie des dragons au timing qui les sauve in extremis, évidemment, évidemment. C'est comme les chevaliers du Val dans la bataille des bâtards. C'est... Vous savez, j'ai rien contre ce genre de mise en scène dramatique, tout ça, mais deux fois de suite sur 2 saisons d'affilée, c'est un petit peu gros, quoi. Un petit peu gros de dire comme par hasard la cavalerie arrive à la seconde près, quoi. Enfin bon, quoi. Elle arrive, Daenerys, ses dragons crachent le feu et se débarrassent de beaucoup de zombies, ce qui permet à nos gars de pouvoir être sauvés. Il y a donc nos différents gars qui montent sur le dragon de Daenerys, tandis que Jon Snow décide de rester comme un gland, je sais pas pourquoi, se battre contre les quelques squelettes qu'il y a à côté. Alors j'imagine que c'est pour empêcher qu'il les attaque dans le dos, mais bon, j'imagine aussi que la peau du dragon est suffisamment résistante pour pour encaisser ça, hein, quelques coups de zombie squelette, hein, ça devrait passer, je pense. Non, je pense pas que un squelette qui lui mordrait la chair, ça lui ferait grand chose, mais bon, hein, peut-être que c'était un peu requin pour ça, mais voilà, c'est histoire de mettre en place que Jon Snow va rester un petit peu derrière. Et donc ça laisse aux marcheurs blancs un petit peu le temps de se prémunir contre ça et de se dire ah tiens, il y a un dragon, à moi. Je lance une de mes lances super puissantes pour je sais pas quel métal blanc à la con, ouais. Je sais pas ce que c'est que ce métal, mais c'est le métal des marcheurs blancs. Et il balance donc une de ses lances sur un des dragons en vol et pas le dragon sur lequel se tient Daenerys et compagnie, parce que ce serait plus pratique pour eux comme ça. Hein, pas super intelligent le marcheur blanc, je trouve, hein. Mais bon, il le balance sur un des dragons qui vole et il le tue. Dans un moment super puissant, je reconnais, hein, waouh. C'est vachement prenant, surtout de voir que un dragon, c'est pas si invincible que ça, hein. C'est pas rien à voir avec la bataille contre Bronn où il s'est pris une petite flèche, mais bon, il s'en est remis relativement vite. Là, non, hein, une lance super magique puissante, ça le fait s'écrouler au sol, tomber dans le lac glacé, là, et ouais, ils sont éperlués par ça. Oh mon dieu, un dragon a été tué. Daenerys c'est vraiment touché par ça, parce que oui, un de ses enfants vient de mourir, même si c'est techniquement pas ses enfants, mais elle les voit comme ses enfants, tout ça, tout ça. Et ouais, Jon Snow se dit, ouais, barrez-vous pendant que je continue de me battre. Alors que ouais, tu pourrais à nouveau sauter sur le dos du dragon, mais bon, ouais, il se barre sur le dos de Drogon, je sais pas plus quel dragon sur lequel se trouve Daenerys. Alors, juste à temps, pour éviter
un autre javelot du type qui cette fois a essayé de viser le dragon sur lequel se trouvaient nos héros. Hein, par contre, cette fois, il a loupé son tir. Hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, Jon Snow est laissé derrière. Hein, ils sont obligés de partir sans Jon Snow, et Jon Snow se bat vaillamment pour être tiré dans l'eau glacée par quelques zombies squelettes. Et alors que donc nos héros se barrent à Dragon, et ben il a survécu à ça. Sur le coup, il ressort du lac gelé, quoi, complètement frigorifié. Ouais, en se disant, ah, je ne meurs pas tout de suite, je vais rester jusqu'au bout. Mais bon, hein, quand même, il est frigorifié, il est tout seul avec son épée contre une horde de zombies. Mais il se fait sauver de justesse par Benjen, l'oncle Benjen qui arrive pour 1 minute. Un petit sacrifice d'1 minute, histoire de dire ce personnage existe. On sait plus trop quoi en faire, mais on va créer cette espèce de petit moment drame, suspense, etc. où Jon Snow risque de mourir. Parce que c'est un peu tout ça, quoi. Ça sert, en fait. Jon Snow aurait pu grimper sur le dos du dragon, et ça aurait été plus ou moins pareil. Mais il fallait qu'on donne une petite conclusion à Benjen, parce que apparemment j'ai ce sentiment qu'il savait plus trop quoi en faire. Et donc, on lui donne une espèce de fin en fanfare entre guillemets, où il sauve de justesse son neveu avant de le mettre sur le dos de sa monture et de le faire partir vers Fort-Levant, tandis qu'il reste pour se battre contre les zombies et meurt. Voilà, fin de Benjen, rapidement, et comme je dis, ça dure 1 minute, ça. C'est histoire de faire un sacrifice rapide, ouais, qui s'est enchaîné comme ça, et ouais, vous avez trop peu appuyé le personnage pour que c'est un fort impact, quoi. C'est histoire de créer du drame en plus, et c'est pas que c'était mauvais comme drame, mais c'était pas non plus transcendant ou quoi que ce soit, quoi. Mais bon, voilà, hein, alors que Daenerys et tout sont revenus au fort, ils pleurent un petit peu les pertes, hein, surtout un dragon et un Jon Snow quand même. Hein, c'est vachement important ces trucs-là, hein, ça se remplace pas comme ça. Mais ouais, Jon Snow arrive rapidement à la porte, tout frigorifié, etc. et sauvé de justesse, tandis que Daenerys voit les plaies qu'il a eues, les traces de couteau qu'il a reçues lorsqu'on l'a tué il y a 2 saisons de ça. Et c'est là que il y a une espèce de rapprochement assez fort qui se fait entre eux, où Jon Snow dit qu'il est désolé pour son dragon qu'elle a perdu. Daenerys qui comprend enfin la situation se dit oui, nous allons nous battre à fond pour tuer le roi de la nuit et les marcheurs blancs. Voilà, elle est à fond là-dedans. Et oui, il y a cette espèce de lien qui s'est vraiment créé particulièrement entre eux, surtout lorsque Jon Snow essaye de l'appeler Dany, définitif de Daenerys. Ça fait des lustres qu'on l'a plus appelé comme ça. Et donc elle s'est dit ouais, ça fait longtemps qu'on n'a plus été aussi familier avec moi. Elle le prend bien. Et ouais, quoi, il y a Jon Snow qui dit ouais, à ce moment-là, je veux bien vous appeler ma reine. Excusez-moi si je ploie pas le genou, mais bon, je suis un petit peu mal en point tout de suite. Et donc ouais, il est prêt à l'accepter comme reine après ce qu'elle a fait, tout ça, et ça veut mettre en place le fait qu'il y a un amour naissant qui se crée entre eux. Hein, ce qui a été dit, notamment dans la conversation entre Daenerys et Tyrion, où Tyrion a bien remarqué qu'il y avait une espèce de début de quelque chose entre eux, d'alchimie qui se formait entre eux, même si pour moi, c'était pas forcément évident. Vous savez, c'est ce genre de truc, quand on voit un homme et une femme ou 2 personnes être un peu proches, un peu complices, ça veut pas forcément dire qu'il y a de l'amour dans l'air, hein, vous savez. C'est un peu le problème que j'ai avec le couple Cora-Sami. Je trouve pas une seule seconde que on les ait grandement appuyés en tant que relation amoureuse. Relation amicale un peu sincère, forte, oui. Relation amoureuse, j'ai rien vu de tout ça, quoi. Et c'est pareil avec Daenerys, Jon Snow et pas mal d'autres couples où on nous dit tiens tout d'un coup ils sont amoureux, même s'il y avait rien de particulier qu'il y avait entre eux avant, mais tout d'un coup tiens on montre une histoire d'amour entre eux. Et ouais, quand on insiste là-dessus, je me dis ok, c'était pas du tout présent depuis le début, il n'y avait rien de particulier qui laissait particulièrement croire qu'il y avait de l'amour dans l'air entre eux. Je veux dire c'était pas impossible, mais c'était pas non plus évident quoi. Et ouais, c'est le cas avec Jon Snow Daenerys. Apparemment, ce qu'on avait vu dans les quelques épisodes précédents, c'était censé être un début de relation intime un petit peu intéressante, où elle tombe un peu amoureuse de lui et où il tombe un peu amoureux d'elle. Et ça tombe bien puisqu'ils sont neveux et tantes. Ah, ça arrange beaucoup les choses, ça. C'est un truc des Targaryens. Faut toujours qu'ils se marient entre frères, entre cousins, etc. Hein.
Oui, parce qu'au passage, on m'a dit, oui, je me suis planté, Rhaegar, c'était pas le père de Daenerys, c'était son frère, donc c'était pas lui le roi fou, mais bon, il y avait quand même certains liens avec lui, etc., donc ça reste quand même un Targaryen, tout ça. Puis, oui, oui, vous m'excuserez, c'était pas si évident pour moi de considérer Daenerys et Jon Snow comme tante et neveu, vu qu'ils ont à peu près le même âge, quoi. Même si c'est techniquement possible, hein. On peut être l'oncle de quelqu'un ou la tante de quelqu'un en étant moins âgé que ce quelqu'un. Ça peut arriver, c'est techniquement possible, je sais, qu'on soit d'accord. Mais c'est pas non plus évident, quoi. C'est pas quelque chose de super courant. Donc voilà, ça m'est pas. C'est pour ça que ça m'est pas venu en tête tout de suite et que je me suis dit, ouais, ça doit être le roi fou, quoi. Puisqu'ils sont à peu près de la même génération. Voilà pourquoi j'ai fait cet amalgame. Mais vous m'excuserez aussi, quoi. On insiste un tout petit peu sur le roi fou et sur le frère de Daenerys et de Viserys, mais punaise. À peine, quoi, c'est juste un texte rapidement raconté, et je vous cache pas que j'ai un peu de mal à faire la part des choses, la différenciation, quoi. Puisqu'il y a toujours eu ce conflit entre les Targaryens et le pouvoir en place, que ce soit avec Robert Baratheon, les Lannister et même les Stark. Donc, vous savez, ça va pas non plus, ça va pas non plus marquer quoi cette différenciation entre les deux personnages quoi. C'est pour ça que et puis ça change absolument rien au fait que je trouve que c'est con comme révélation et que ça sert à rien. Surtout d'autant plus là quand on veut créer une histoire romantique entre ces deux-là qui ne savent pas qu'ils sont du même sang. Voilà quoi, à la limite, si vous vouliez mettre en place cette espèce de romance entre eux, j'aurais été peut-être plus prompt à l'accepter si en plus de ça vous mettiez pas en jeu rapidement cette espèce de lien de sang à la con qui honnêtement n'apporte que dalle pour moi. Une fois de plus, ça n'apporte que dalle pour moi. Si c'est pour trouver une excuse comme quoi Jon Snow serait le plus digne héritier pour le trône ou une connerie comme ça, il n'y avait pas besoin d'en faire un Targaryen. Voilà, je le dis tout de suite pour la 50e fois, je m'en fous, c'est de la merde ce truc, ça sert à rien. En tout cas, ouais, on est censé maintenant les voir comme un couple en devenir. Il y a une romance qui peut-être ne pourra pas se concrétiser puisqu'ils seront tante et neveu. Peut-être. Voilà, je sais pas, j'ai du mal, quoi. Parce qu'on veut, je sens clairement qu'on veut faire une romance entre eux. À la façon dont c'est dit dans cet épisode, on veut clairement faire une romance entre eux, tout en ayant conscience que ils sont neveu et tante, quoi. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Vous aviez déjà une histoire d'inceste à quelques reprises, vous vouliez en rajouter une pour la bonne mesure, comme si c'était pas suffisant comme ça. J'en sais rien, quoi. Déjà que je suis pas folichon de cette révélation, comme je l'ai dit, si en plus faut que vous fassiez ça, là, cette romance, j'ai un peu de mal. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal. Voilà, j'aurais totalement accepté cette romance s'il n'y avait pas ça en plus. Et à nouveau, j'ai rien contre le principe même. Si vraiment il y a quelqu'un, il y a des personnes du même sang qui veulent se mettre ensemble parce qu'elles sont vraiment amoureuses, tout ça, moi j'ai rien trop contre le concept moralement. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent les gens, mais voilà quoi, c'est histoire d'appuyer ça encore pour la 3e ou 4e fois. Ok, merde. Et est-ce que ça va les séparer ou pas? J'en sais rien. Je trouve ça grossier, voilà. Je trouve ça grossier. En tout cas, ouais, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça a convaincu Daenerys et qu'ils sont bien partis pour convaincre Cersei dans l'épisode suivant. Et sait-on jamais, peut-être que ça va se faire très vite ça et qu'on va avoir la fin de l'armée des marcheurs blancs après. Ou peut-être qu'il faudra attendre le début de la saison suivante, peut-être. J'espère à nouveau que ça se résolvera pas trop vite, mais à nouveau, si ça se résout trop lentement, ça veut dire que ce qui viendra après, c'est-à-dire la bataille pour le trône de fer, se résoudra vite, vous voyez. Ou peut-être que les deux seront en parallèle, en même temps dans la saison finale. C'est un peu ce que j'espère. Enfin, on verra, on verra. Sinon, c'est pas tout à fait terminé parce que déjà, on apprend que Sandor suit le groupe pour partir à Père-Dragon ou à Port-Royal. Enfin bon, il suit le groupe et il quitte Beric. Donc Beric se retrouve seul, apparemment.
Voilà, hein, donc Sandor fait partir du groupe et j'imagine qu'il va retrouver Arya à un moment donné. Ça me surprendrait pas ça. Et ce serait très intéressant à voir ces retrouvailles. Je vous le cache pas. Pareil, hein, il y a beaucoup de retrouvailles entre Arya et certains personnages que je suis assez impatient de voir. Sinon, ça se termine sur un putain de cliffhanger super fort où j'avais pas saisi tout de suite le truc, mais quand je les ai vus, l'armée de zombies remonter le cadavre du dragon, je me suis dit ah oui merde, oh putain, on va avoir droit à un dragon zombie. Et ouais, ça se termine sur un marcheur blanc qui éveille le dragon et qui en fait un putain de zombie avec l'œil qui s'ouvre et qui devient tout bleu. Voilà, donc les marcheurs blancs ont gagné pas mal de choses dans ce combat. Voilà, c'était un épisode sympathique, même s'il y a des trucs un peu grossiers dans la façon dont les règles fonctionnent, dont elles donnent l'impression qu'elles changent en fait, presque. Et ouais, une fois de plus, la temporalité, certains liens un peu grossiers, j'ai un peu de mal comment on veut gérer certaines mentalités, quoi. La mentalité de Daenerys, j'ai du mal à discerner comment on veut gérer ça. Est-ce qu'on est vraiment censé la voir comme quelqu'un vraiment de bénéfique, qui est juste un petit peu impulsive, mais qui veut quand même faire ce qui est bien et qui arrivera peut-être au bout d'un moment à s'assagir à la fin? Ou bien est-ce qu'on est censé la considérer comme quelqu'un qui souffre un petit peu, devient de plus en plus impulsive, et peut-être que ce serait un indice pour pointer le fait qu'elle devient folle comme son père? C'est un peu ça le truc. Si c'est le premier cas, c'est mal fait. Si c'est le second cas, oui, je suis plutôt dedans. Vous voyez? C'est ça le truc. Même si, à nouveau, on donne plus d'indices pour le premier cas, avec le fait qu'elle semble vouloir toujours faire ce qui est juste. En tout cas, c'était un très long épisode, plutôt efficace en soi, même si pas le mieux fait en termes de logique, de cohérence en ce qui me concerne. Et j'ai apprécié pas mal de choses. J'espère que le final sera tout aussi sympathique, si ce n'est plus, tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!